Yann faire sa présentation. Et comme la dernière fois, il y aura bien un temps important pour que tous ceux qui veulent poser des questions puissent poser des questions. Dans les informations à vous donner, on a le nom du nouveau président de la Fédération française de handball depuis quelques minutes, pour ceux qui n'ont pas suivi. Donc, ce sera Philippe Bana, l'ancien DTN voilà, qui a été élu il y a quelques instants. Voilà, ça, c'était les breaking news. Euh, sur l'intervention de Yann, Yann se présentera et vous verrez qu'il a une présence forte dans le milieu du handball depuis quelques années. L'objectif, c'était, voilà, dans cette période où on parle tous de la reprise de l'activité du handball, voilà, de refaire une visio pour vous aider à appréhender au mieux le retour des joueurs et des joueuses dans les gymnases après une longue interruption d'activité pour certains, et notamment d'éviter au maximum un retour trop brutal et des blessures qui pourraient intervenir si on fait mal les choses. Donc là, l'intervention de Diane sera principalement axée sur cette prévention des blessures et comment, voilà, à l'intérieur de notre séance de handball, on doit faire en sorte d'éviter maximum ces risques de blessures. Donc voilà, je laisse la parole à Yann qui va se présenter et vous faire une visio très pratique. C'est tout bon pour mon son? Ouais, ok. Bon, mais bonjour à tous. Donc, ouais, effectivement, donc, je m'appelle Yann Caillot. Donc, je suis kiné ostéo. Donc, j'interviens, moi, je travaille dans un cabinet où je fais que de l'ostéopathie. Et sinon, j'interviens en tant que kiné depuis plusieurs années sur le pôle espoir masculin de Cournon, donc en Auvergne. J'interviens aussi auprès de sportifs, donc de rugbyman, dans un club de 4e division, à Cournon aussi en l'occurrence. Et puis j'interviens, je suis le kiné d'athlètes de haut niveau. Donc voilà, je vais vous présenter là aujourd'hui. Mon but, comme disait Jérémy, c'est de faire le point sur la périphérie de votre séance de hand, hein, d'accord? Donc, on va pas rentrer dans la séance, mais par contre, je vais vous présenter ce qui est important de faire avant et ce qui est important de faire après. Voilà, pour éviter justement les blessures. Je ferai juste un petit laïus pendant la séance de quelque chose. Donc là, ce qui est très important sur cette phase-là de reprise d'activité, c'est que, bah, voilà, comme vous le savez, vous allez avoir donc des jeunes, des moins jeunes, des un peu vieux. Apparemment, vous êtes tous sur différentes catégories d'âge avec ou des jeunes ou des seniors. Tous vont avoir une très forte baisse d'activité, voire pour certains une interruption de l'activité physique. Et donc là, il va être hyper primordial de les reconditionner. Alors, vous aurez, par rapport aux exos de reconditionnement faits par la préparatrice physique Cécile Tardieu, que vous avez déjà, pour ceux qui étaient là sur la dernière intervention, elle vous refera quelque chose sur la préparation physique. Moi, c'est plutôt devant, avant et après la séance que je vais intervenir. Donc, dans la phase d'avant la séance, il y a l'échauffement. Cet échauffement, il faut se dire qu'il va être hyper important là pendant les quelques semaines, voire même, j'irai jusqu'à 1 ou 2 mois après la reprise d'activité, dès qu'on aura le droit de reprendre. Et elle va l'être encore plus que d'habitude. Donc, ça veut dire qu'il va falloir privilégier et peut-être même augmenter un petit peu le temps d'échauffement à votre séance pour tout simplement éviter la blessure pendant la séance. Ça ne sera pas du temps perdu, ça sera même du temps gagné, parce que si vous avez tout votre effectif au complet, c'est du temps gagné pour vous. On sait tous, et je veux bien croire que vous allez tous vouloir remettre du technique, de tout ça, de la cohésion très vite, parce que le championnat, après, on ne sait pas trop comment, à quelle distance ça va reprendre, mais on va se dire, on va être pressé par le temps. Non, prenez le temps et disons-nous, on a un temps incompressible d'échauffement qui va donc normalement à peu près sur les 15 minutes, qu'on va pouvoir étaler quasiment jusqu'à 20-30 minutes dans les premières séances. Ça va vraiment être important pour moi d'étaler ce temps-là au début. Pourquoi? Pour redonner de la mobilité à des gens qui ne vont pas avoir bougé, redonner
de la fluidité. Vous avez tous des personnes différentes. Vous allez avoir des étudiants, enfin des lycéens qui, certains ou même des collégiens qui vont être restés assis pendant longtemps devant leur bureau. Vous allez avoir des personnels de bureau qui vont faire du télétravail et donc sont restés assis 8 heures devant leur ordi. Donc tout ça, ils vont revenir à l'activité après tout ça. Il faut se dire que s'ils n'ont pas fait grand-chose, ben, il faut bien les repréparer parce que sinon, alors ça n'arrivera peut-être pas au premier entraînement, mais dès la suite, peut-être deuxième, peut-être troisième, avec une charge qui va monter, ça risque de blesser. Donc voilà, là je fais juste un petit rappel sur ça. Et pour éviter les blessures courantes du hand, que sont, on les connaît un peu toutes, hein, donc toutes les blessures musculaires, et après entorse, cheville, bien sûr les croisés, celui qui nous fait peur, et tout ce qui va être luxation d'épaule. Voilà, moi je vais axer essentiellement sur ça. Vous allez voir que je vais en parler pas mal pendant tout ça. Donc en fonction de la population que vous avez, il va falloir, pour que ce temps-là soit bon et soit intégré par vos sportifs, il va falloir que ça soit ludique, notamment chez les jeunes. Il va falloir que, bon, alors là, je vais vous donner quelques pistes. Après, à vous de vous creuser le cerveau pour savoir comment le rendre encore plus ludique si des fois, mais en intégrant toujours la base que je vais vous donner. Mais voilà, ça va être important pour qu'ils puissent adhérer à ce fait-là. Donc, pour commencer, je vais vous inviter, comme Jérém vous l'avait dit, on va se mettre en action directe. Hein. C'est pour ça, moi, je me suis mis dans ma salle avec de l'action. Donc, je vais vous montrer, dans un premier temps, l'échauffement. Alors, juste un petit point. Il y a une habitude au hand. Moi, j'ai découvert ça en arrivant il y a quelques années au hand, au Pôle Espoir. Vous avez la chance d'avoir un sport où depuis toujours, enfin, c'est ancré dans les mœurs, il y a un échauffement commun, tout le monde se met en cercle au milieu, c'est une phase hyper importante, là ils peuvent communiquer, ils peuvent, en même temps qu'ils vont faire les exercices que je vais vous montrer, peuvent communiquer, peuvent discuter de la reprise, et après on va petit à petit monter en gamme. D'abord on est autour, on fait un échauffement articulaire, après on va aller monter plutôt sur de la proprioception, et puis derrière, après on va sur de l'échauffement musculaire avant le début de la séance. Donc ça, conservez-le. Et pour ceux qui ont des jeunes, éduquez-les bien et gardez cette éducation hand qui est géniale parce qu'au niveau prévention, c'est du top du top. Voilà. Si tous les sports co et même tous les autres sports pouvaient le faire pareil, je peux vous dire que ça serait vraiment très bien. Donc voilà. Donc par rapport à cet échauffement, donc l'objectif premier de l'échauffement, faut le savoir, c'est de remettre en mobilité les articulations et de refluidifier la contraction musculaire. On appelle ça, nous, en termes techniques, la thixotropie. La thixotropie, c'est quoi? C'est qu'en gros, il faut que les articulations, les muscles soient huilés, si on veut le dire en termes non techniques. Donc, il faut augmenter donc, la chaleur, l'apport d'eau dans le corps, et tout ça, ça se fait par l'échauffement. Et c'est comme ça qu'on va éviter un maximum de blessures. Il faut réveiller le corps aussi, un corps qui va s'être pseudo-endormi pendant tous ces mois d'inactivité. Alors, encore une fois, il y en a qui auront gardé de l'activité, mais on va partir sur le fait qu'il y en a quand même pas mal qui n'auront pas d'activité. Donc, dans ces échauffements, on va commencer ici. Globalement, moi j'aime bien pour avoir une routine, hein, on parle de ça de routine. Dans cette routine, c'est bien d'avoir un fil conducteur, surtout s'ils parlent en même temps. Il faut qu'ils se disent, je pars du bas, alors je vais partir comme ça peut être l'inverse, mais je pars du bas, je remonte. Et donc là, l'objectif, c'est on part des pieds, on remonte jusqu'à la tête. D'abord, les chevilles, donc des trucs tout simples, là c'est vraiment très basique. Donc on vient ici, talon. Voilà. On refluidifie, donc à peu près une dizaine de mouvements. Hein. Il ne faut pas non plus aller sur des mouvements fous, mais voilà, une dizaine de mouvements, pointe de pied, talon. Ça, on va commencer sur la cheville. Deuxièmement, après, donc là, ce que je vois beaucoup, c'est l'échauffement genou au niveau articulaire. Alors ça, j'ai un petit bémol à faire. Souvent, je vois, et pour intervenir au hand, donc là, maintenant, ils sont corrigés au Pôle Espoir, mais il y a souvent ce genre d'échauffement comme ça, ou en fente, ce genre d'échauffement ici, là, où on vient tourner. Alors là, je préfère faire une petite aparté. Pour le genou,
dans les blessures qu'on a tous envie de ne pas voir jamais dans notre carrière, c'est le croisé. Parce que ça nous bousille une saison, ça nous bousille même des fois une carrière. Donc, ce croisé, c'est dans ces positions-là qu'il va se faire souvent. Hein. C'est je prends ça et ce qu'on appelle valgus, je tombe. Alors, ou tout seul, je tombe, il part comme ça, ou je me fais taper. Donc, cette position du genou, on n'aime pas la voir. Donc, vraiment, dans votre échauffement, il ne faut pas déjà habituer le corps à aller là. Non. Moi, ce que je conseille souvent, c'est de venir dans l'axe et de venir ouvrir. Dans l'axe, on vient ouvrir. Dans l'axe, on vient ouvrir. Mais on ne va jamais chercher ce qu'on appelle le valgus. Là. Voilà, cette zone-là, il ne faut pas aller la chercher. Il faut vraiment habituer le corps à ce que le genou il descende dans l'axe quand on vient faire de la mobilisation articulaire. D'accord? Donc ça, voilà. Ensuite, donc là, si on veut le faire sur les genoux ici, on vient le faire avec je descends dans l'axe et je viens ici, ce qui continue à mobiliser la cheville, hein, bien sûr. On est là, petit à petit, on va généraliser. Ensuite, on remonte au niveau de la hanche. Qu'est-ce qu'on fait? Alors là, au niveau de la hanche, ça, c'est une articulation hyper importante de la hanche, notamment en ce moment, du coup, parce que les gens vont être restés assis. Et quand on est assis, ben, cette hanche, elle est en verrouillage. Il y a un muscle dont on va beaucoup parler, qui est le muscle psoas. Ce muscle psoas, il faut savoir qu'il va être hyper contracturé après des journées entières devant un ordi en position assise. Et donc, il s'insère sur la hanche, ce psoas. Et si on ne déverrouille pas cette hanche, on risque d'avoir, notamment chez les moins jeunes, des problèmes lombaires assez rapides quand ils vont reprendre l'activité. Donc, la hanche, qu'est-ce qu'on peut faire? Des petits exercices de ce type-là, là, où on vient ouvrir, là, ici. Donc, on est en appui. Alors, on va voir, en fait, on travaille déjà un petit peu la proprioception de l'autre côté quand on fait cet exercice. Je vous dirai ce que c'est tout ça. Mais voilà, là, on vient vraiment ouvrir très basiquement, mais ça, c'est important. La hanche, elle est souvent fermée, notamment chez les filles, pour tous ceux qui vont avoir des filles. Tous ceux qui ont des filles en coach, c'est vraiment une zone qui se ferme souvent. Donc ça, voilà, vraiment ouverture de hanche, droite-gauche. Ça va être hyper, hyper important pour remobiliser ce psoas. Dans les exercices aussi de mobilité en position de fente, on peut venir chez buste droit, on vient chercher l'extension de hanche. Voilà, et là, on fait des allers-retours tranquilles avec pour but de la mobilisation articulaire encore. Hein, d'accord, on est d'accord, on n'est pas sur de l'étirement, surtout pas, on va en parler après. Mais là, on est sur de la mobilisation articulaire où là, du coup, voilà, je travaille ce genou qui va plutôt chercher à l'extérieur et cette hanche qui va aller chercher en extension. Extension de hanche, pourquoi? Je vous répète, ce psoas, il est vital pour votre statique. Il part d'ici, là, il est inséré dans le ventre très profondément, sur tout le bassin, et il descend jusqu'aux hanches. S'il est contracturé, il va verrouiller le bassin, il va verrouiller les sacro-iliaques derrière. Et ça, c'est le blocage assuré, le lumbago assuré. Le lendemain, il va se réveiller, votre sportif, le lendemain de l'entraînement, et il va se dire oh, qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas possible. Donc, voilà, déverrouillons beaucoup les hanches, c'est une zone hyper, hyper importante. Ensuite, on remonte lombaire et thoracique. Alors là aussi, je fais un petit truc. Je vois souvent dans les exercices, ce genre d'exercice-là, là, où on vient faire ça. Là, j'aime pas trop cet exercice. Pourquoi? Parce qu'il est très compensé. C'est-à-dire que quand je vais chercher sur une rotation là, regardez ce que fait mon genou, je l'exagère un peu, mais il part dans le mouvement où je ne veux pas aller. Et ça, surtout sur des jeunes, ils ne vont pas chercher à savoir et ils ne vont pas le contrôler. Et ça, ce n'est pas bon. Donc, pour contrarier ça, je conseille cette position-là, qui est une bonne position, hein, là où le bassin est verrouillé par la fente. D'accord? Donc, on est en fente, on est en appui, plus ou moins dynamique. Et là, on va aller chercher. On est sur de l'échauffement. Donc, on va réveiller le corps. Plutôt sur de la respiration. On inspire, on souffle. Et on va chercher sur la rotation opposée à la jambe qui est devant. Hein, toujours. Je ne suis rien bloqué, donc ça ne va pas. Donc là, je souffle. Et je viens chercher ici. Je souffle. Voilà. Et toujours pareil, les modalités, c'est une dizaine de mouvements. Avec une dizaine de mouvements, on arrive bien à enchaîner. Il y a peut-être pour les hanches que je dirais, on va presque jusqu'à 20. Pareil de l'autre côté, on change et on fait la même chose de l'autre côté. D'accord? Donc ça, on est sur la mobilité bassin, hanche et après derrière lombaire. D'accord?
Derrière, vous allez avoir une zone hyper importante au niveau pour le hand, c'est les épaules. Donc là, pas de mouvement particulier. Il faut savoir qu'au niveau au hand, notamment chez les jeunes, vous avez souvent, les handballeurs ont souvent les épaules laxes, ont des épaules souples. C'est pour ça qu'ils la stimulent. Ceux qui sont vraiment bons, au final, ils se servent de cette laxité. Il faut faire gaffe à ne pas l'exagérer. Parce que si cette laxité d'épaule est exagérée, vous allez avoir des risques de luxation. Et si, voilà, une luxation chez un handballeur, c'est déjà pas mal de mois d'arrêt et c'est souvent des récidives. Voilà. Et donc, du coup, on ne l'aime pas. Il ne faut pas qu'elle arrive, cette luxation. Donc, pour pas qu'elle arrive, vaut mieux éviter d'aller… Alors, je vous parlerai tout à l'heure sur les étirements, de tous ces étirements en appui, où on a la main en appui et on vient ouvrir. Ça, on n'aime pas du tout. Ça, c'est à bannir. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va étirer les structures qui sont devant, qui sont déjà souvent trop souples. Et donc, si on les rassouplit encore plus, c'est la cata. Donc, vraiment, là, on est sur des mouvements vraiment d'amplitude où on vient chercher, on vient ouvrir, on vient dans le geste du shoot, on vient déverrouiller. Il n'y a pas de comment dire, d'exercice, de bon exercice. C'est plus d'aller chercher toutes les amplitudes de l'épaule en ouverture, en fermeture, en haut, en bas, pour vraiment la déverrouiller. Encore une fois, je reviens. Ceux qui vont être assis devant le bureau, là, ils vont être tout verrouillés. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce que peuvent être verrouillés les gens là, après 8 heures de bureau. Donc, il faut ouvrir. Voilà. Et après, tous ces exos en ouverture, où on va chercher un max en ouverture en inspirant et en soufflant. Voilà. Et là, on fait tous ces exercices-là. Là, ça, ils sont super intéressants. Couplés avec la respiration, encore une fois, je vous disais, c'est on réactive la machine, on commence à la chauffer. Derrière, on va avoir tout le travail proprioceptif qui va commencer. Une fois qu'on est articulaire, on a chauffé. Alors, en proprio, qu'est-ce que je peux vous proposer? Donc, pareil, on repart du bas, on va vers le haut. La cheville. On va commencer la cheville. Donc, qu'est-ce que c'est que la proprioception d'abord? Pardon. La proprioception, c'est quoi? C'est la capacité du muscle à réagir rapidement à un déséquilibre, tout simplement. On veut qu'un muscle soit fort, certes, mais on veut surtout qu'il soit rapide, surtout certains. Les pires, ceux qui sont les plus importants pour nous, c'est les muscles péronniers, ceux qui contrôlent l'entorse de cheville encore. C'est tous les couples au niveau cuisse qui contrôlent justement ce contrôle de genou. Donc, il faut savoir que ce contrôle de genou, c'est le fessier surtout qui le crée et qui le fait. Donc, il faut réveiller ce fessier et ces fessiers qui vont être encore une fois tout étirés quand on va être en position assise. Ils vont être là, à l'intérieur, il y a des capteurs qui seront complètement étirés. Et en fait, la proprioception, en termes techniques, c'est un capteur qui va être étiré va redonner une contraction. D'accord? Et si ces capteurs, à de base, ils sont trop étirés, eh bien, du coup, ils ne donneront pas la contraction et on va arriver, par exemple, pour la cheville, si le muscle est dépassé et qu'il n'arrive pas, qu'est-ce qui doit retenir l'articulation? C'est le ligament. Et quand un ligament retient et s'il ne la retient pas bien ou c'est que le mouvement est trop fort, ça va léser le ligament, on en arrive à l'entorse. C'est ce qu'on appelle l'entorse. Donc vraiment, cette proprio, elle sert à réveiller tout ça et à travailler musculairement à cette rapidité d'exécution. Donc cette rapidité, après, en proprio, techniquement, pratique, là, on vient ici. Ce que je n'ai pas dit, c'est les cervicales. Je ne l'ai pas dit volontairement parce qu'on va les travailler en même temps qu'on va venir faire la cheville. Donc, on se met en appui, cheville, genou. J'aime bien avoir toujours le genou déverrouillé. Un petit truc à surveiller chez vos sportifs dans cette phase-là, c'est pareil. Le genou ne doit jamais être à l'intérieur quand ils font ça. Et leur dire, votre genou, il doit toujours être maximum dans l'axe et au mieux, il doit être vers l'extérieur. Vous devez toujours avoir tendance à les faire venir sur la tranche externe du pied. Voilà. Plus ils viennent là, mieux c'est. Voilà. Mieux c'est parce que plus ils vont stimuler ça, en fait, ils vont et ils vont stimuler au niveau cérébral cette position-là de leur corps. C'est ça la proprioception aussi, c'est la position du corps dans l'espace. C'est bien connaître ça. Et donc, j'associe cet exercice-là avec de la rotation de tête qui va du coup faire un déséquilibre au niveau du pied et permettre un échauffement au niveau cervical. Donc, rotation, flexion, extension. Voilà, là, on peut travailler partout. Il est important aussi de déverrouiller des inclinaisons. Et en fait, on bosse
la proprio d'un côté, la mobilité de l'autre. Et ça, voilà, ça permet de condenser un petit peu. Donc ça, c'est tout bête, mais hyper important à faire. C'est la base de la proprio. On se met sur un plan fixe et on commence en déséquilibrant très légèrement. Vous verrez qu'au début, ça va faire ça. Et puis, première rotation, si vous l'avez essayé, vous allez tomber, vos sportifs vont tomber. C'est normal, il n'est pas réveillé, justement. On en refait une. Et allez, on y va. Hop, ça tombe. C'est pas grave. J'en refais une. Et voilà. Et petit à petit, et bien, hop, voilà, il faut en faire une petite dizaine, encore une fois. Ça va se réveiller, tout le système va se réveiller et on va éviter un maximum de blessures comme ça parce qu'on aura réveillé. Si on ne le fait pas, c'est pas le corps est plus réveillé et donc du coup, il peut subir des traumatismes. Ensuite, on va dans les exercices que je peux vous proposer après avoir fait ce truc-là. J'aime bien cet exercice-là où vous avez ballon en main, vous venez toucher, donc vous mettez par exemple pied gauche, main droite, vous venez toucher avec le ballon le pied opposé et vous venez vous positionner en position de tir. On revient, on positionne en position de tir. On revient et pareil, dans cet exercice, on fait très attention à la position du genou. Tac. Et voilà. Et là, on a mobilisé vraiment toutes les chaînes tranquillement, mais en essayant de bien renforcer. On change et on fait l'autre côté. Voilà, là, ici, là, comme ça. Ça peut être pour les jeunes, je parlais du côté ludique, de faire des jeux. Voilà, celui qui va tomber le premier. Voilà, après, votre inventivité sera là pour le faire. Il y a cet exercice-là qui est vraiment très pratique et très hand, je trouve. Après, derrière, on va avoir tout ce qui va être travail en pointe de pied. Sur la cheville, là où on se fait mal, c'est quand on est sur la pointe du pied. Donc, c'est saut, réception, on réceptionne ou correctement, mais notre cheville est complètement molle et du coup, blam, ça part. Ou alors, on réceptionne sur le pied d'un adversaire, ce qui arrive le plus souvent. Et ça, il faudrait que ça soit quand même quelque chose où le pied puisse réagir. S'il réagit bien, normalement, la personne chute. D'accord ? C'est-à-dire que là, je tombe sur le pied et finalement, c'est tout mon corps qui me fait chuter. Et ça, c'est une bonne réaction au final. Parce que du coup, on ne se fait pas d'entorse, on se fait juste un petit bleu au niveau de l'épaule. Ce n'est pas très grave. D'accord ? Donc vraiment, cette pointe de pied est importante. Travaillez beaucoup les sauts, réception en pointe de pied, saut, je viens demi-tour, là, je reviens, et là, je suis dynamique sur ma cheville, je change, je me mets de l'autre côté, je rechange, encore une fois. Voilà, ça, c'est important de travailler sur cette pointe de pied, de stimuler cette pointe de pied. Et là, bah, vous voyez que petit à petit, on active. Ça, on va avoir de plus en plus chaud. Hein, la température corporelle va monter, c'est ce qui est important aussi. Et on va activer au niveau musculaire. Après, derrière, on va avoir tout ce qui est travail de fente alternée, qui est super sympa. Donc, on est là, on reproduit le mouvement de la course, pointe derrière, talon devant. Hein, c'est quand on court, on est toujours dans ces positions ici. Et là, de là, on vient alterner. Ici, là, si on veut complexifier, mais au niveau des épaules, et on alterne. On stabilise, on change. Voilà. Si vous voulez du ludique, vous pouvez mettre un dans la position et puis un qui l'embête et qui vient le pousser pour qu'il le fasse tomber. Voilà. Et après ça, les petits tours, ils vont s'amuser, ça va être assez vite, ils vont se prendre au jeu. D'accord ? Après, dans les exos qui sont sympas aussi, enfin, voilà, qui sont avec ballon, ils se mettent dans cette position-là, ils se font des passes et ils s'amusent à se lancer le ballon pas au bon endroit pour aller chercher, aller le retrouver. Voilà, ça c'est un exercice aussi qui peut être fait. Celui que j'aime bien aussi, c'est un mix entre cheville, épaule, genou. C'est tout simplement, ils se mettent face à face et là, ils viennent comme s'ils allaient shooter en shoot et ils viennent se taper dans la main. Alors, où ils prennent un ballon, donc ils sont là, c'est comme si j'avais quelqu'un qui venait face à moi sur mon épaule, enfin sur mon bras opposé. Ils sont tous les deux droitiers. Et donc là, je viens et sur la phase haute, je viens me taper dans la main et j'essaye d'être solide sur mon épaule. Là, tac, j'essaye d'être solide. Et en fait, on essaye de faire déséquilibrer l'autre en même temps qu'on tape dans la main. Voilà, ça sur. Ils font. Intéressant pour la stabilité de l'épaule. Ce qu'on cherche dans l'épaule, c'est d'améliorer la capacité aux muscles profonds de réagir.
pour travailler les muscles profonds, c'est surtout le travail en appui, qu'on appelle en chaîne fermée, qui est important, travail en appui. Donc, j'aime bien l'exercice de Spider-Man, j'appelle ça l'exercice de Spider-Man. On est en appui ici, et vous vous mettez face à face, deux joueurs face à face. Quand il y en a un qui commande, quand il y en a un qui avance, l'autre doit reculer, et puis réavancer, aller à droite, aller à gauche. Voilà, et là, on est là, on avance, on recule, on va à droite, on va à gauche. Et ça, c'est plutôt top parce que ça travaille la réactivité et ça travaille l'appui au niveau épaule. Et là, ça va réveiller. Puis je peux vous dire que ça va mettre en température aussi. Et ça, pour les petits tout, voilà, c'est génial. La marche de l'ours, on appelle ça chez. Ça aussi, hein, ils peuvent faire des micro-courses en marche de l'ours. Ça, c'est une super au niveau moteur, c'est génial. Donc, voilà. Ensuite, pour pousser un peu plus, il y a tout le gainage en position pompe, là, qu'on peut faire. Ici, on est là, on vient un bras, une jambe. Ici, on travaille avec le ballon pour déséquilibrer encore plus. On met le ballon dans la main, on se met en appui sur le ballon, et là, on vient essayer de tenir. Alors ça, pour vous dire, pour l'avoir fait beaucoup avec les polistes de Cournon, c'est un exercice qui n'arrive pas du tout à faire. Moi, j'ai été frappé par le fait que du coup, cette épaule, elle est tellement laxe et elle sert tellement souvent en chaîne ouverte que du coup, en chaîne fermée, il n'y a plus rien. Mais en fait, s'il n'y a plus rien en chaîne fermée, l'épaule alors, en chaîne ouverte, elle est hyper fragile. Donc voilà, tout ce travail-là va être hyper important. Derrière, on va avoir le travail à l'élastique qui peut être intéressant. Donc pareil, dans la même position de shoot, on est là, il tient l'élastique, l'autre est dos à lui. Et dans cette position-là, il est dos à lui, les deux tiennent l'élastique. Et il y en a un qui tire, l'autre qui tire, et ils essayent de faire de s'auto et déséquilibrer, les yeux fermés par exemple, comme ça au moins ils ne voient pas le déséquilibre de l'autre. Donc ça, c'est pas mal aussi dans la remise en route de l'activité. Derrière, on a fini du coup, entre guillemets, la partie proprio. On va enchaîner sur la partie musculaire. Donc là, je n'invente rien. C'est très, très basique. Hein. C'est pour en bas des montées pointe de pied. On insiste sur le relevé du pied. D'accord. Quand on revient, on insiste sur je mets d'un pied flex qu'on appelle et je viens taper pour que petit à petit mon mollet soit de plus en plus dynamique. Des montées de genoux, des talons fesses. On le fait souvent, c'est ce qui se fait en tout cas au hand que j'ai remarqué, là on commence à mettre de l'activité, donc au lieu de le faire en cercle, on se met sur la moitié de terrain et on se fait des allers-retours, montée de genoux, des allers-retours talons fesses, des allers-retours en pas chassé croisé, voilà, toutes ces choses-là. Je ne vais rien vous apprendre sur ça. Hein. Là, c'est vraiment du basique, mais c'est juste important de le faire parce qu'au niveau musculaire, quel intérêt il y a à ça? C'est que au niveau musculaire, votre muscle, c'est ce qu'on appelle des ponts actine-myosine qui s'entrelacent l'un dans l'autre. Ces ponts, il faut les réveiller. Et plus on les réveille, plus on les met en action, moins on a de risques. Encore une fois, on huile le système, moins on a de risques derrière qu'il y ait de la déchirure, des choses comme ça, des contractures, des déchirures. Donc, il faut réveiller le système par tous ces trucs-là, la marche avant, marche arrière en courant. Voilà, là, encore une fois, j'ai rien à vous apprendre sur ça, c'est du basique total, mais par contre, c'est juste hyper important de le faire. Voilà. Donc ça, c'est la phase échauffement. Et donc là, vous voyez, hein, il y a de quoi faire. Hein, on a de quoi utiliser un quart d'heure d'échauffement. Quand est-ce qu'on fait ça? Tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire que ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que c'est incompressible. C'est-à-dire que si vous vous entraînez 2 à 3 fois par semaine, ce n'est pas parce que va y avoir le vendredi, oh là là, il faut absolument qu'on fasse ça parce qu'il y a le match qui arrive. Non, il y a un quart d'heure de la séance qui est dédié à ça. Voilà. Pas moins, alors ça peut être plus, mais pas moins. Voilà, on y pense, on y pense, on y pense. C'est ça aux entraînements, c'est ça au match, bien sûr. Encore plus au match, puisque du coup, l'intensité qu'on va demander au corps derrière va être décuplée. Donc, ce temps-là doit être, alors pas spécialement plus long. Un échauffement, c'est donc, on va dire un quart d'heure.
Derrière, pour un remplaçant, par exemple, pour quelqu'un, il faut qu'il se tienne chaud. On considère que vous avez la capacité, le corps a la capacité de tenir un quart d'heure derrière la fin de l'échauffement et il est encore chaud. Au bout d'un quart d'heure, on est déjà sur une phase descendante en termes de fluidité articulaire et tout ça. Donc, il faut maintenir tout ça à côté d'une façon ou d'une autre, mais il faut maintenir cette mise en action que vous avez eue sur le groupe. D'accord? Donc, ça, hyper important chez tout le monde, petit comme grand, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de différence. Ça, c'est chez tout le monde et à vraiment faire. Derrière, je vais vous parler de l'intérieur de la séance. Alors, j'ai deux petits trucs à vous dire, enfin surtout un d'ailleurs. Un petit truc à vous dire, vous avez peut-être vu, alors dans la séance ou même en échauffement, si certains en faisaient, les abdos. Donc les abdos, c'est la petite partie sur laquelle je veux insister. Attention à tout ce qui va être en sanction ou en abdos, parce qu'on donne de faire des abdos parce qu'on veut faire un peu de renforcement. Attention à tout ce qui va être crunch, tout ce qui va être travail ici avec les jambes en l'air, le pédalo, je remonte, donc ce qu'on appelle crunch comme ça. Tout ça, ça ne devrait jamais être fait. D'accord Pourquoi ça ne doit pas être fait? Parce que dans cet exercice de crunch ou quand on relève les jambes ou tout ça, on stimule un maximum notre psoas. J'en parlais tout à l'heure de ce muscle hyper important. Ce psoas, encore une fois, sur la majorité de la population et encore plus maintenant, alors chez les jeunes, parce que associé à une mauvaise alimentation et des jeunes qui sont de plus en plus assis, statiques, on a des psoas qui sont de plus en plus gorgés de toxines. Et si vous les renforcez encore plus derrière par ces exercices-là, sans le vouloir, eh ben, peut-être pas tout de suite après, mais très certainement dans les jours, dans les mois qui vont suivre, on va développer des problèmes de dos, essentiellement, hein, parce que c'est essentiellement ça. Ça va être vrai aussi chez celui qui va être assis au bureau. C'est vrai aussi pour votre gars qui est du BTP et qui arrive, qui a forcé toute la journée, qui s'est mal baissé, qui a tout ça. Vous lui mettez des abdos en plus derrière, c'est le tuer. Et puis, il y a une population sur laquelle je ferai vraiment gaffe, et j'insisterai vraiment, c'est les filles. Il faut savoir que ces abdos-là créent ce qu'on appelle une pression positive. Donc, on vient pousser vers le bas, hein, quand on vient faire ça, des abdos comme ça. Si on n'a pas un contrôle hyper important au niveau du ventre et qu'on rentre le ventre super bien, pour vous avouer, il y a vraiment 90% de la population qui ne sait pas faire cette rentrée de ventre, à part s'ils l'ont travaillé en rééduc avant. Mais du coup, c'est pour ça que je fais vraiment gaffe. Oui, on peut dire qu'on rentre le ventre, c'est bien, mais c'est super dur de rentrer le ventre. Nous, on met des fois des séances et des séances à faire comprendre ce travail-là de verrouillage du transverse, hein, qui est cet abdos qui fait la sangle abdominale. Si le transverse n'est pas actif, sur la plupart des gens, malheureusement, le transverse n'est plus du tout actif. Et bien, du coup, vous allez créer une pression qui va venir pousser sur le périnée. Et donc, chez la fille, notamment chez les femmes, ça peut donner des conséquences à long terme et des conséquences vraiment qui vont les gêner, même plus que dans le sport, hein, au quotidien. Encore plus un petit bémol sur les femmes qui ont eu des enfants. C'est encore pire, surtout s'ils n'ont pas eu de rééducation et tout ça. Donc voilà, ça c'est un petit point. Préférez leur faire du gainage classique, hein, gainage classique dont on parlait tout à l'heure, sur les coudes, je le fais remonter, je suis là, je viens ici, je viens monter, je fais la marche de l'ours. Il y a plein de trucs en gainage. Ça, vous risquez rien, on n'a plus de pression négative dans ça. Et c'est comme ça que les abdos travaillent, hein. Quand on est en action, on fait rarement ou même jamais ce mouvement-là. On n'a pas besoin d'être fort sur ce mouvement-là, très peu. Il y a des sports, en tout cas pas le hand, où on a besoin d'être fort ici. Donc, on a besoin d'être gainé, mais on n'a pas besoin d'avoir les tablettes de chocolat. Ça, pas de souci, il n'y a pas besoin. Et vraiment, un petit truc sur ça. Faites attention à ces abdos. Ensuite, ça, c'est votre séance. Vous avez fini votre séance. Un petit truc sur le retour au calme, j'appelle ça. Prenez un petit temps pour ce retour au calme. Je trouve ça très intéressant. On va juste après parler des étirements. Attention.
vous les prenez et sur des longueurs de terrain ou sur des demi-longueurs, démonter, je viens dérouler, je monte pointe de pied, je déroule. Et là, je fais ça par de la respiration. J'inspire, je souffle, je déroule. J'inspire, je souffle, je déroule. Voilà. Il est important de bien faire ce déroulé du pied. On va avoir eu un amas veineux, le muscle va avoir rejeté plein de toxines. Les pieds, les talons notamment, et la respiration par le diaphragme. Les talons viennent remonter le sang veineux vers l'extrémité. Le diaphragme crée comme une seringue et vient faire remonter le sang veineux vers le cœur pour être traité. Donc ça, c'est vraiment important. Il faut réactiver un petit peu tout ça en fin de séance, pas arrêter et se dire, voilà, l'entraînement est fini, je suis là, boum, je m'assois, je discute avec mon collègue et puis je suis assis. Et donc là, c'est la catastrophe parce que tout, enfin, catastrophe entre guillemets, mais tout va s'accumuler et derrière, ils vont se lever. Voilà, ça ne va pas être bon. Donc, un petit retour au col, 5 minutes, même, voilà, ça suffit. On déroule. Ce petit exercice-là a été prouvé comme étant un bon exercice pour revenir, déverrouiller. Après, il y a toutes les trucs pieds en l'air. Hein. On vient, pendant que vous débriefez la séance, vous pouvez tous leur débriefer. Ça fait bizarre, mais vous pouvez débriefer une séance avec les mecs qui sont là, les pieds en l'air et qui secouent. Ça, bah, c'est génial. Hein. C'est génial parce que voilà, on peut prendre le temps de le faire. On a souvent un petit temps où il faut expliquer, où on débriefe de sa séance. Au lieu de le faire sans rien faire, on peut le faire en faisant ça. Un deuxième petit truc que vous pouvez faire en même temps que ça, je reviens au psoas, c'est de se mettre dans cette position-là, la position de fente. Et voilà, tranquillement, il ne faut pas chercher à tirer. On se met dans cette position et on libère. Et les gens, voilà, là, on peut débriefer facile. Les joueurs vous écoutent, vous êtes là. Et là, on est là, tranquille. Et on vient déverrouiller encore une fois ce psoas et tout ce bassin qui a besoin de liberté. On respire et on pensez beaucoup à la respiration pour arriver à vidanger un petit peu tout ça. Ces étirements. Donc, les étirements, pour y venir, alors ça, c'est mon dada, mais il faut vraiment qu'il y a des choses à faire et à ne pas faire. Donc, ce qui a été prouvé dans la littérature, Jérémy va vous envoyer un petit lien là, que j'ai retrouvé un mémoire d'un élève kiné qui a fait un consensus sur toute la littérature. Il y a quelques termes techniques, mais je le trouve assez facile d'abord pour comprendre un petit peu qu'est-ce qu'il vient de faire, pas faire. En gros, en résumé, pas d'étirement avant ou du coup pendant l'échauffement. Vous avez pu voir que pendant l'échauffement, je ne mets pas d'étirement. Ce n'est pas du tout intéressant. On a on a une perte de la capacité de contraction physique si on met un étirement avant la séance. Donc, en gros, on va dire 2 à 3 heures avant la séance, pas d'étirement. À partir de là, on ne met pas d'étirement. On fait la séance. Normalement, dans la normalité, on ne devrait pas mettre d'étirement non plus à la fin de séance. D'accord? On devrait attendre jusqu'à 2 heures à 3 heures pour commencer à étirer. D'accord? Pourquoi? Parce que pendant l'activité, vous créez des micro-traumatismes musculaires et l'étirement, donc je parlais tout à l'heure de ces ponts actine-myosine. Hein, un muscle, il est fait de ponts d'actine-myosine qui viennent se serrer comme ça. Qu'est-ce qu'on cherche par l'étirement? Alors, ce mot étirement, je préfère utiliser le mot de posture. Pourquoi? On vient chercher à libérer ces ponts actine-myosine qui sont trop contractés, qui se sont hyper contractés. Petit à petit, l'objectif, c'est de venir les séparer. Pour faire ça, il faut toujours plutôt parler, j'aime bien parler de posture, des choses longues, douces. On ne va pas chercher à étirer pour augmenter la longueur du muscle. On va chercher à le détendre. Et pour le détendre, la priorité, c'est de dire aux sportifs, on le fait doucement, on ne cherche pas à tirer, on cherche juste un léger tiraillement, on vient juste mettre en tension. Et dès qu'on est en tension, on respire et on vient laisser libérer. Et normalement, cette tension, au bout de quelques secondes, alors ça peut aller 30 secondes, 1 minute, ça va finir par lâcher. Les étirements les postures pour relâcher le muscle qui sont indiquées, c'est les postures qui durent minimum 2 minutes. D'accord?
C'est des postures à ne pas faire fort sur, par exemple, un mollet, un quadriceps, surtout si vous avez fait du sprint, des choses comme ça, parce que du coup, il va y avoir des micro-lésions et si vous les tirez longtemps, ces micro-lésions vont s'augmenter. Donc, en pratique, au mieux, si la panacée, c'est pas d'étirement avant, après, et on essaye de leur donner du temps, enfin de leur conseiller de s'étirer, alors ou 2 heures après, ou même le lendemain, de penser à ça. Après, je sais ce que c'est la pratique. Souvent, quand on ne le fait pas là, on ne le fait jamais. Donc, du coup, une correction pratique à ça. Un petit étirement qui peut être sympa de faire, c'est ce qu'on appelle le contracté relâché. C'est donc les mêmes positions, je vais vous en montrer quelques-unes, les mêmes positions que sur la posture, par exemple sur un psoas. C'est la même position, je suis en position comme ça, je laisse travailler. Ces contractés relâchés, ils peuvent se faire, allez, ils peuvent être bons à faire un petit peu pour relâcher ces poactiniosines. C'est quoi? C'est une mise en tension, encore une fois, douce, on ne tire pas fort, ce n'est pas du tout intéressant. Doucement, on met en tension, on met une petite contraction donc là pour le psoas qui vient faire remonter la hanche. En gros, on enfonce le genou dans le sol, on met une petite contraction pendant 6 secondes et au bout des 6 secondes, on relâche et pendant ce relâchement, on étire un petit peu. Physiologiquement, qu'est-ce qui se passe? Dans ce moment-là, on enlève ce qu'on appelle le réflexe myotatique. Le réflexe myotatique, c'est qu'un muscle, quand vous l'étirez, par physiologie, il va se recontracter. Et en faisant une contraction, réétirement, on enlève cette recontraction immédiate. Donc, du coup, on permet au muscle de se relâcher. Donc, par exemple, très simplement sur un quadriceps, qu'on peut étirer juste après, que je conseille de bien faire comme ça. Pareil, Jérémy va vous envoyer toutes ces postures-là. Vous allez les avoir en fiches. Moi, c'est des fiches que je donne à mes patients où vous aurez un peu les grands muscles à étirer, qui peuvent être étirés. Donc, ces quadriceps, on est ici. On vient mettre une petite tension, encore une fois, sur la cuisse, sur le dessus de la cuisse. Et une fois qu'on a mis cette petite tension, on reste 30 secondes. On vient pousser 6 secondes avec le pied, comme si on tendait le genou contre ma main. Et une fois que j'ai poussé 6 secondes, je relâche et je viens un tout petit peu augmenter en faisant une extension de hanche, en emmenant mon genou vers l'arrière. D'accord? Donc, je n'ai pas bougé au niveau de la jambe, du bras. Je viens étirer en arrière. Voilà. Et je retiens une vingtaine de secondes et puis je peux relâcher. Et là, je passe à autre chose. D'accord? Il ne faut pas chercher à beaucoup étirer. Ça peut être pas bon. Alors, ce n'est pas bon, surtout si vous avez fait une séance où vous avez mis encore une fois de la VMA, du sprint, des choses qui ont lésé le muscle. Par contre, ce que je vous conseille et ce que je peux vous conseiller, c'est que sur des petites séances où vous n'avez pas fait beaucoup d'activités, vous avez fait surtout de la technique, des choses comme ça, et bien derrière, vous privilégiez, vous faites 10 minutes, un quart d'heure, où vous faites des étirements. D'accord? Donc ça, ça peut être une bonne alternative en fonction de ça. Et donc là, dans la gestion, c'est important de surtout pas faire d'étirement si vous avez fait des gros efforts qui ont pu léser le muscle. D'accord? Pour finir, et sur ces étirements, donc on parlait tout à l'heure de l'étirement d'épaule. Donc attention à tous ces étirements en appui et où je viens ouvrir. Ça, niet, c'est un peu comme les abdos. L'étirement sur les épaules, il se fait on laisse tomber et on ouvre comme ça, au mieux sur un ballon, hein, sur un Swiss ball. On n'en a pas tous, tout le monde n'en a pas, mais voilà, on vient ici et on vient s'ouvrir. C'est plutôt des étirements comme ça, ou même tout simplement ici, en position debout ou assise. Et l'objectif, c'est d'ouvrir les mains, d'ouvrir les épaules, et on respire et on vient chercher une extension complète. De façon générale, c'est moins ces muscles-là qui ont besoin d'être étirés, ils l'ont besoin aussi, mais c'est quand même plus les muscles bas du corps qui auront besoin d'être étirés pour prévenir les blessures. Donc voilà, un petit laïus sur les jeunes. Faites attention, vous avez tous ceux qui s'occupent des jeunes, vous avez tous eu à gérer des pathologies de croissance qu'on appelle maladie de Sever, Osgood-Schlatter. C'est des problèmes d'étirement aussi. D'accord? Ces jeunes, ils grandissent, l'os grandit, le muscle ne grandit pas assez vite, pour faire simple.
Et donc, du coup, il se retrouve avec une insertion du muscle qui tire tellement fort sur l'os que du coup, il décolle en gros, l'insertion qui est cartilagineuse, ça la décolle et ça crée une inflammation. Et du coup, ça, souvent, c'est des jeunes que vous n'allez plus revoir parce que le médecin a dit arrêt pendant 1 an. Alors déjà, moi, je déconseille l'arrêt total dans ces cas-là. Il faut vous entourer d'un bon kiné qui va lui donner pas mal d'étirements et qui va lui faire une reprise et qui va faire qu'il peut quand même venir faire certaines séances avec vous et ainsi de suite. Voilà, ça c'est hyper important. C'est comme ça qu'ils vont se traiter. C'est en gardant une petite activité et surtout en s'étirant beaucoup. Nos jeunes actuellement sont raides, il faut le savoir. Les non-jeunes aussi, mais les jeunes d'autant plus, et ils le sont, je trouve, plus que d'habitude pour voir mon évolution là, par rapport au temps passé, là, notamment au pôle, où je m'aperçois que plus ça va, plus on tombe sur des jeunes vraiment très raides. Donc, faire attention avec tout ça. Et dernier, donc ce psoas pour vos, donc là, pour ceux qui ont des adultes et des seniors, vraiment insister sur ce psoas. Lui, après séance, pas de problème. Vous pouvez l'étirer, c'est un muscle tellement profond qu'il ne va pas être lésé comme le quadriceps, comme les mollets, comme les ischios. Il ne va pas être lésé, donc, enfin pas autant. Donc vous pouvez l'étirer, vous pouvez le posturer, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on laisse descendre et on tranquille, on est là, et on se laisse aller, on respire et on écoute le coach qui est en train de nous parler de ça ou de ça. Et au moins, le lendemain, on ne va pas se réveiller avec une barre au milieu du dos en se disant ah, qu'est-ce que j'ai fait hier, c'est pas possible. D'accord? Donc ça, petit truc. Et dernier, je vais finir par ça. L'hydratation, c'est le dernier maillon important pour la prévention des blessures. Enfin, le dernier, il y en a d'autres, hein, mais l'hydratation et l'alimentation. L'alimentation, vous ne pouvez pas trop jouer grand-chose, mais l'hydratation, insistez, prenez du temps dans vos séances pour aller faire boire vos sportifs, c'est important. Dites-leur aussi que c'est notamment chez les jeunes, hein, je pense surtout chez les jeunes, mais dites-leur que la première chose qu'ils devraient faire en arrivant à l'entraînement, ce n'est pas boire, c'est aller aux toilettes pour aller faire pipi, d'accord? Parce que ça voudrait dire que si c'est ça, ils se sont bien hydratés pendant la journée. Et nous, au pôle, on insiste vraiment sur ça, sur cette hydratation au quotidien et surtout au fur et à mesure de la journée pour qu'arriver à l'entraînement, ils ne soient pas déjà en déshydratation. Parce que s'ils arrivent déshydratés à l'entraînement, eh ben, vous êtes sûr que sur l'entraînement donné ou sur un autre, ça va péter musculairement, ça va faire des trucs pas bons. Donc, vraiment, hydratation. Un truc tout bête pour savoir si on est déshydraté, la couleur des urines. Hein. Voilà, on peut le vérifier. Ça doit être du clair, ça ne doit pas être du jaune. Et c'est encore moins du orange, parce que sinon, on est vraiment dans une phase haute de déshydratation. Et pour pratiquer toute la journée avec des patients toute la journée, très malheureusement, c'est pas assez fait et il faut vraiment insister là-dessus. C'est hyper important, notamment au niveau du sport. Voilà. Merci Anne. Si vous n'avez rien compris à certains mots, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas les seuls. Du coup, c'est un peu le moment. Du coup, donc déjà pour vous dire que j'ai lancé l'enregistrement, donc comme la dernière fois, il y aura la possibilité de revoir les exercices, etc. Si vous n'avez pas tout noté, tout regardé, etc. Il y aura tout. Tous les documents dont Yann vous a parlé, les fiches d'étirement, etc., vous seront envoyés aussi par mail. La seule chose, parce que je l'ai promis à Yann, ce sont ses outils de travail aussi. Donc, je vous demanderai de ne pas faire de diffusion sur Internet ou des choses comme ça, de garder ça vraiment dans une sphère personnelle, s'il vous plaît. On vous fait confiance, on diffuse parce qu'on pense que c'est intéressant pour vous, pour les entraîneurs de club, d'avoir ce type de document. Par contre, derrière, voilà, par rapport à son travail, par rapport à ce qu'il fait, on vous demande de bien respecter ça, s'il vous plaît. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Non, maintenant, je vais vous laisser. Il y avait juste une question qui avait déjà été posée, que je vais reprendre parce qu'elle a été posée dans le fil. Et après, je donnerai la main. Pour avoir la main, pour poser une question, vous allez dans participants, si je ne dis pas de bêtises, et vous avez la possibilité de lever la main quand vous avez une question, et je vous donnerai après la parole et vous donnerez bien votre prénom et votre club, s'il vous plaît.
Et s'il y a besoin, s'il y en a qui ont des problèmes de micro, vous pouvez passer par le chat pour poser vos questions et je ferai le lien avec Yann. Yann, par rapport à ce qui a été posé comme question, par rapport au protocole que tu as mis en début d'échauffement, est-ce qu'il est valable aussi pour les jeunes de moins de 13 ou de moins de 11 ans? Alors, redis, la vidéo a coupé pile au moment de la question, s'il te plaît. Excuse-moi, il y a quelqu'un qui demandait si le protocole que tu as exposé en début d'échauffement, enfin pour l'échauffement en début de séance, est-ce qu'il était intéressant pour des enfants de moins de 13 et de moins de 11 ans? Il est plus qu'intéressant. Il est primordial pour toutes les catégories et encore plus à ce niveau-là. Voilà, encore une fois, même s'il bouge plus qu'un travailleur, oui, ça va être intéressant. Le seul truc, c'est ce que je disais, c'est qu'il va falloir de 11 à 13 le rendre très ludique. Voilà, donc c'est qu'il faut prendre la base de la présentation et aller dans l'imagination pour le rendre ludique. Mais oui, hyper important, très, très important. Ok, il y avait une autre question. Après, je prendrai les questions en direct des personnes. Il y a quelqu'un qui demandait s'il avait entendu dire que chez les jeunes, on commençait plutôt par la course avant de rentrer dans le… Alors, Dans… oui, c'est une possibilité. Il y a pas de. Je m'attendais à cette question. Il est possible de commencer par un petit footing voilà, où on délie un petit peu, on fait un ou deux tours de terrain. Euh, Vu la progression que là, je vous propose, même si on ne le fait pas, vu qu'on est très sur de la d'abord mobilité articulaire et puis petit à petit, on monte en gamme. Euh, on pourrait mettre juste la course, et c'est ce que j'ai peut-être pas dit, juste après la phase de proprioception, c'est-à-dire qu'on a l'échauffement articulaire, on a la phase de proprioception où on est encore plutôt en statique, et puis derrière, hop, on peut commencer à mettre juste un peu de course, et après on fait tout ce qui est montée de genoux, tout ça. Donc là, elle peut, oui, être au tout début, et elle peut être au milieu. Mais même chez les jeunes, même si elle n'est pas dès le début, l'intensité est tellement faible au début que ce n'est pas gênant. Voilà, les deux peuvent se faire. Ok. Aurélie, la parole est à toi et après c'est Geoffrey. Oui, merci. C'est bon, ça marche? Ouais. Oui, on Bon, t'entend, Aurélie. super. Bon, merci. Bonjour à tous. Donc, Aurélie du Club de Langogne. Déjà, merci beaucoup pour cette intervention parce que clairement, là, moi, j'ai découvert que je faisais faire plein de choses qu'il ne fallait pas à mes jeunes et aux moins jeunes. Et même moi, depuis des années, finalement, je fais des choses qu'il ne faut pas. Donc, vraiment hyper intéressant. J'avais la question sur la cour à rattaquer avec nos jeunes. J'ai un peu peur, enfin je me dis quelle phase est-ce qu'il va falloir qu'on insiste plus? Est-ce que le quart d'heure va devoir être un peu plus long, etc. puisqu'on les aura pas vus depuis un petit moment. Comment on va plus ou moins du coup devoir organiser? Est-ce qu'il faut qu'on reparte un petit peu sur ce qu'on avait fait en retour, on veut dire au début de saison, ce qu'on fait un peu en prépa physique, etc. ou pas. Voilà, moi, c'est vraiment ma question là-dessus et sur mes craintes par rapport aussi un petit peu au calendrier qu'on a pu voir et qui a pu être donné et annoncé là par la Fédé et se dire comment, voilà, il va falloir qu'on organise un petit peu nos entraînements et ce retour à l'activité avec nos jeunes. Alors oui, effectivement, hein, je pense qu'il va être hyper important, donc certes, d'augmenter un peu ce temps de un quart d'heure qui peut plutôt aller tendre sur la demi-heure. Attention avec les jeunes parce qu'ils vont quand même vouloir faire du hand, hein, ils sont là aussi pour ça quand même. Autant chez l'adulte, on va pouvoir un peu plus leur expliquer. Chez le jeune, voilà, la demande, donc il faut quand même, je pense, plutôt adapté, mais après, ça, c'est vous. Voilà, c'est dans la séance, peut-être faire des choses plus ludiques, faire même que ça soit utile au hand, hein, mais augmenter un tout petit peu plus la séance d'échauffement et effectivement, derrière, monter graduellement, donc pendant la séance, mais aussi au fur et à mesure des séances. Je pense qu'il pourrait être intéressant. Alors, je ne sais pas quel calendrier ils ont mis, hein, moi, je pense que vraiment, si on voulait être efficace, il faudrait quasiment un mois d'entraînement pour revenir
au moins un mois d'entraînement pour revenir à ce que les corps soient réhabitués à jouer. Et sur ce mois, si je pars sur cette base-là, voilà, c'est semaine après semaine qu'on graduelle et qu'on vient augmenter l'intensité. Mais voilà, dans chaque phase, oui, l'échauffement va être intéressant et va être important. Et je pense que jusqu'à la reprise, ça peut être Allez, demi-heure, ça fait presque long, hein, même si vous pouvez, dans les fins, là, les montées de genoux, tout ça, vous pouvez l'intégrer avec le hand peut-être, hein, mais ouais, 20 minutes, 20-25 minutes, ouais, je trouve que ça serait important. Par contre, pour peut-être pas manger sur les séances d'entraînement, peut-être qu'il serait intéressant, si vous avez la possibilité dans votre équipement sportif, de peut-être convoquer les gamins un petit peu à l'avance de votre séance de handball pour peut-être les préparer à côté du terrain, dans les tribunes, dans un espace qui pourrait être à côté du terrain pour ne pas déranger la séance en cours. Mais peut-être que ça peut être des habitudes aussi qu'on prenne d'organisation au sein des clubs pour que voilà, on prenne vraiment ce temps de préparation pour avant de rentrer dans la séance. Et après, une fois qu'on est sur le terrain, que le terrain est libre, on peut vraiment passer à l'activité. Donc, il faut vraiment que ça devienne des habitudes. Geoffrey. Bonjour à tous. Salut. Une petite question sur les étirements, moi. Oui. Tu as dit 2 à 3 heures avant la séance, pas d'étirement. On est d'accord, tu parlais essentiellement d'étirements passifs. Oui. Si on peut faire des étirements actifs sur de la posture active pour s'échauffer ou pas sur un protocole. Alors, ouais, alors qu'est-ce que tu entends par étirement actif? J'ai toujours… C'était juste, par exemple, je reprends ton exemple que j'utilise souvent avec la fente là, pour le psoas. Oui. C'est venir ramener le pied à côté de la main, ouverture de cage, et on travaille comme ceci sur 5-6 secondes. On ramène le pied vers l'arrière, on ramène vers l'avant. Ouais. Alors, ouais, effectivement, ça peut être intéressant. Il faut juste faire très attention à ce qu'on appelle la balistique. Là, pour le coup, ça a été montré. Tous les étirements balistiques sont lésionnels au possible. On a au niveau musculaire le travail, par exemple, excentrique qu'on appelle, donc où on retient un effort. La balistique a été associée à ça et voire même empirée. L'exemple de la balistique, hein, c'est typiquement, je suis là, comme ça, et je viens descendre et foum, foum, foum. Et ça, c'est de la balistique au niveau ischio. Et en fait, c'est une catastrophe, la balistique au niveau ischio. Donc, attention, on est plutôt, oui, des étirements actifs. Oui, donc c'est plutôt des mobilités, voilà. Je parlerai plus on peut appeler ça étirement actif, ça ne me dérange pas, hein, c'est de la terminologie après, mais voilà, plutôt dans la mobilité et sans vraiment trop chercher à rester en position pour revenir après. Parce qu'en fait, si on reste en position, ben, on cherche déjà à ouvrir, à ouvrir ces pantiniosines qu'on cherche plutôt à réactiver et à faire des allers-retours plutôt qu'à les séparer, parce que si on les sépare trop, en fait, ils sont plus actifs et donc ils ne servent plus. D'accord. Donc, à peu près quoi? Je leur dirais quoi? 5-10 secondes, pas plus? Du coup, s'il n'y a pas de maintien, c'est bien. Voilà, presque. Voilà. Pas de maintien du tout. Okay. Pas de maintien, plutôt des allers-retours avec, par exemple, effectivement, je comprends bien là, cet étirement où on vient chercher, on est là. J'inspire et je souffle. C'est presque ça le maintien. C'est plutôt se baser sur la respiration. C'est j'inspire profondément et je souffle et je reviens. Voilà. Et ça peut être un bon démarrage. Ok, merci beaucoup. Et de rien. Merci Geoffrey. Je suis désolé, il n'y a pas ton prénom, Cobalp. Ouais, désolé, c'est Vincent, c'est le nom de ma société. Je suis désolé, je n'ai pas renommé. Donc, ouais, vous m'entendez bien du coup? Oui, très bien. Ok, donc moi, c'est Vincent du Handball Club de Rumilly dans la Haute-Savoie. Alors, merci Yann, hein, c'est super tout ce que tu as démontré. En tout cas, c'est très intéressant. Moi, je voulais juste revenir sur un sujet qui, je trouve qui arrive de plus en plus, c'est les maladies de sévères en fait, hein, les problèmes de talons que les jeunes ont de plus en plus, je trouve. Et alors, selon toi, quels seraient les exercices de préparation qui justement préviendraient ces soucis de talons pour préparer le sportif?
Yann, il y a eu la même question sur le chat avec donc Sévère et Osgood. Que tu puisses peut-être remontrer les postures. Ok. Alors, pour commencer, il faut savoir que alors ça, c'est plus vraiment de la pratique, de ma pratique. Je pense il y a aussi une explication physiologique, mais en fonction des jeunes que vous avez, la maladie de Sever va arriver souvent euh, avant la maladie d'Osgood. Et malheureusement, ceux qui vont avoir eu Sever ont fonction de fille-garçon, c'est différent. Hein. Il faut savoir que fille, la période critique, on va dire, elle est plutôt entre 10 et 15. La période chez le garçon, elle va plutôt être vers 13 et jusqu'à quasiment 16-18. Hein. On est vraiment, moi, par rapport au pôle, pour vous dire, je suis sur les troisièmes. Troisième en garçon, c'est le moment, le feu, là. Hein. C'est le feu. Et souvent, là, à ce moment-là, ça va être plutôt Osgood. Et avant, en fait, c'est les os sévères. Il faut savoir que donc sévère, c'est la maladie au niveau du talon. Hein, c'est donc, c'est l'insertion du tendon d'Achille qui tire sur l'os et qui décolle son insertion et qui crée du coup en gros ça au niveau entre l'insertion cartilagineuse et donc ça crée une inflammation. Cette maladie de sévère, pourquoi elle est avant la maladie d'Osgood? Donc c'est par rapport aux croissances qui se fait d'abord sur le tibia quand on est plus jeune et qui se fait après plutôt sur le fémur quand on est un peu plus vieux. En fait, voilà, l'os croît et les os, le tibia croît d'abord et après c'est le fémur qui finit de croître. Pardon. Et il faut savoir qu'on est tous sur la même chaîne musculaire. On ne travaille pas des muscles un par un, on travaille tout en chaîne musculaire. Et si le jeune est préprogrammé, ce qu'on appelle, sur une chaîne d'extension, qu'est-ce que c'est la chaîne d'extension? C'est mollet, quadriceps, fessier. Ça, c'est ce qui va nous permettre de sauter. Voilà, je saute avec une chaîne d'extension. Donc, j'ai mon mollet, mon quadriceps et mon fessier, et mes fessiers qui sont ce qu'on appelle, nous, en hypertonicité. C'est-à-dire que, justement, ces fameuses fibres, elles sont tout le temps, même au repos, elles sont tout le temps un peu plus contractées que mes ischios. Pour celui qui va avoir les quadriceps contractés, mes ischios vont être moins contractés. Ceux qui vont avoir les mollets contractés, mes releveurs vont être moins contractés. Et après, au niveau fessier, alors là, c'est un peu plus compliqué. Bref, ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Et donc, comment on joue sur ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que vu qu'il y a une hypertonicité, et bien, du coup, il faut jouer contre cette hypertonicité en faisant, et c'est là où j'en viens, et moi, au pôle, ils ont des protocoles d'étirement dédiés à ça. Il y a des jours où ils ne font que ça, hein, d'accord, où ils sont en étirement, en posture, et là, je reviens sur la posture, qui peuvent aller de 2 à 5 minutes, hein, d'accord, donc c'est-à-dire, pour la maladie de sévère, c'est tout bête, entre guillemets, c'est donc le mollet par l'intermédiaire du tendon d'Achille qui tire trop fort. Donc, il faut aller étirer le mollet. Donc, comment on étire les mollets? Celui qu'on connaît un peu tous, je me mets ici, j'ai bien mon talon posé, mon genou en avant. Et en fait, c'est en pliant mon genou de devant que je vais augmenter la tension sur le mollet derrière. Une fois que j'ai ma tension, je reste dans cette position pendant 1 minute. Ça ne tire plus, j'augmente un petit peu et je reste. Et je reste dans cette position jusqu'à 5 minutes. Et sur des muscles comme ça, il faut vraiment presque aller jusqu'à ces 5 minutes parce que ça met du temps à libérer. Et c'est là qu'il y a une grosse éducation chez le jeune pour lui expliquer le pourquoi, le comment. Et surtout, bon, c'est triste à dire, mais on leur fait quand même peur souvent en leur disant, enfin, c'est le médecin qui va lui faire peur de lui-même, hein, des fois, on ne fait pas exprès, en lui disant, si tu as encore ça, tu vas t'arrêter pendant 1 an. Ça les fait réfléchir, hein, souvent. Et du coup, c'est de là, c'est triste à dire, mais qu'on joue pour qu'ils s'étirent, qu'ils prennent le temps de s'étirer doucement, longtemps. Et donc, voilà, maladie de Sever, on est plutôt sur un mollet à étirer. Maladie d'Osgood-Schlatter, c'est le tendon du quadriceps qui vient tirer sur son insertion qui est là sur le genou qu'on appelle la TTA. Et donc là, c'est l'étirement, je vous ai montré tout à l'heure, où on est appuyé ici et on vient chercher l'extension
doucement, avec un étirement sur le devant de la cuisse. Mais encore une fois, je reviens à ça, ne pas donner que, mais là c'est le kiné qui doit prendre le relais hein, quand même, ne pas donner que le mollet par exemple. Sur un jeune de 11 ans, de 12 ans, qui va avoir une maladie, commencer à avoir mal un peu au talon, donc un pseudo sévère, il faut lui donner toute la chaîne musculaire à étirer, c'est-à-dire le mollet, le quadriceps et les fessiers. Et ça, c'est hyper important. Sinon, en fait, c'est une chaîne. Hein. Et si on ne prend qu'un maillon de la chaîne, il y a le reste qui va quand même continuer à tirer. Donc, on va améliorer les choses, mais on ne réglera pas le problème. Et l'objectif pour eux, c'est vraiment de régler le problème parce que sinon, voilà, encore une fois, ils vont passer d'un sévère à un contre derrière. Boum, il y a le sgout qui va arriver. Ok, super, merci. Merci Yann. Il y avait Antoine. Antoine, tu avais demandé la parole. Antoine de Marcy. Il ne veut plus parler. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Parce que j'en avais pas d'autres personnes qui levaient. Si, j'essaye. Ah, bah, si tu n'arrives pas à parler, bah, écris-nous, je donnerai ta question. S'il y en a qui ont des autres questions, n'hésitez pas, il n'y a plus de le main levée après. J'avais une petite question, excusez-moi. Vas-y, Antoine. Je dois être dans les pages un peu plus loin. Vous m'entendez? Oui, vas-y. Ok. Alors moi, c'est Victor, je suis du club du Val de l'Ess. Ouais. J'avais une petite question pour la partie musculaire sur le premier exercice que vous avez montré, qui était des petits sauts sur place un petit peu où on travaille surtout tout ce qui est mollet. Et là, la question, elle est simple, c'est est-ce qu'on garde les genoux verrouillés ou est-ce qu'on met un petit peu de souplesse dans les genoux quand on fait ce genre d'exercice? Parce que je sais que sur du travail de musculation, il y a un peu les deux selon ce qu'on recherche. Donc, c'est pour avoir une idée sur ça. Alors là, l'objectif, il est vraiment de l'échauffement. Donc, quand on cherche un travail purement mollet, on va demander effectivement à verrouiller le genou. Là, pour moi, il faut plutôt laisser le genou libre, avec toujours, et ça j'insiste encore une fois, sur ce contrôle du genou à avoir. C'est-à-dire que oui, on a le genou libre, mais oui, attention, on laisse le genou venir chercher vers l'extérieur. Et on est plutôt sur ça, effectivement, plutôt que sur je viens chercher pointe de pied. Alors après, tout peut entre guillemets, tout peut être vrai. J'aurais tendance à dire que dans un échauffement, donc on est au début de l'échauffement, là, dans cette phase-là, là, on est quand même, on va plutôt aller chercher le genou fléchi parce qu'on cherche du dynamisme tranquille. Après, cet exercice en genou, en vraiment genou tendu et je viens, comme je l'ai montré tout à l'heure, ça peut être fait vraiment juste. Là, on est vraiment en dynamique et là, on vient chercher. Et ça peut être sur, par exemple, du travail après, une fois qu'on a fait la montée en gamme, on a fait montée de genoux, tout ça. Là, on peut se servir de ça pour bam, 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 venir. Et un petit truc, tant que je le dis, il y a une chose très, très importante à travailler, ça va être tout le travail de squat, réception ici. Voilà, ça aussi, je l'ai pas dit, je suis en train de me dire que je ne l'ai pas dit. Ça va être hyper intéressant de travailler ce squat descendu, je mets extension et je réceptionne. Et là, pour le coup, je réceptionne en amortissant et je repars, flexion, extension, j'amortis. Ça, c'est un petit travail en fin, encore une fois, vraiment fin d'échauffement qui, pour vous, où là, on va demander de l'extension, est important. Mais donc, j'aurais tendance à dire genou fléchi au départ, genou tendu plutôt quand on demande on est un peu plus chaud, quoi. Yann, j'ai récupéré la question d'Antoine. Est-ce que cet échauffement en 3 temps s'applique de la même manière avant les matchs aussi? Et surtout, qu'est-ce que tu recommandes pour la reprise avant la deuxième mi-temps? C'est comme il y a eu la mi-temps.
Oui. Est-ce que Alors, tu préconises quelque chose, une remise en activité ou pas? Si oui, laquelle? d'accord. Alors, effectivement, sur les matchs, moi, je préconiserais de faire la partie articulaire parce qu'elle est très importante. Si le temps d'échauffement n'est pas plus long, il faut presque arriver à condenser cette partie articulaire et venir vraiment monter en intensité encore un peu plus. C'est-à-dire qu'on insiste vraiment avant les matchs sur, allez, j'aimerais dire, allez, ça fait quoi la moitié du temps sur articulaire proprio et on prend l'autre moitié du temps pour vraiment monter dans les tours, ce qu'on appelle, et vraiment demander au corps d'aller chercher presque dans les que pour les matchs, j'aurais tendance à dire, même si elle y est, une petite partie articulaire et une partie dynamique encore un peu plus forte. Et peut-être un peu plus longue. Hein. Dans ces cas-là, il vaut mieux presque se dire, au lieu de faire un quart d'heure, je fais 20 minutes et les 5 minutes que je mets en plus, je me les mets pour faire vraiment du très dynamique, de revenir sur du sprint, parce que j'en ai pas parlé, mais voilà, ça peut être du sprint, ça peut être des choses comme ça. Voilà, on fait monter la machine vraiment en température et ça va être important aussi de le faire. Et donc, par rapport à la mi-temps, question technique, mi-temps de combien de temps j'ai bouffé? Est-ce que je la connais bien au rugby, mais un peu moins loin? C'est quasiment pareil, entre 10 et 15 minutes. Ouais, 15 minutes. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, 15 minutes, c'est normalement le temps, même après un effort, on a quand même un laps de temps de 15 minutes où on reste chaud, on va dire. Oui, par contre, je le conseille quand même de refaire plutôt en individuel pour le coup. Je pense que c'est là où chaque joueur se connaît et qui redynamise la partie fragile pour lui. Voilà, celui qui va avoir les genoux fragiles parce qu'il s'est fait déjà opérer, parce qu'il a déjà eu un croisé, il s'est fait opérer, bah, qui repasse un peu de proprio de genoux. Celui qui est un peu plus fragile au niveau des épaules, il se redynamise au niveau d'épaule. Je dirais qu'à la mi-temps, c'est plus, enfin, reprise, c'est plus de l'individuel plutôt que du collectif, là, pour le coup. Ok. Désolé, j'ai mangé ton prénom. Monsieur l'ingénieur, la parole est à vous. Et après, il y a Benjamin qui a demandé la parole. Jérémy. Du coup, ouais, je voulais juste revenir sur tu as parlé tout à l'heure du gainage qui était important et au niveau de travail de proprioception au niveau de l'épaule. Alors, si je dis pas de bêtises, tu as parlé de gainage sur ballon. Oui. J'imagine ballon dans les mains. Oui. Est-ce que tu pouvais juste revenir sur cette partie-là qui, pour moi, je pense, un élément hyper intéressant pour justement le travail des épaules, surtout chez les jeunes. Oui, tout à fait. Alors, hyper intéressant, je suis d'accord, hyper important. Et moi, je m'en suis aperçu quand j'ai commencé à faire avec le pôle, à travailler. Je pensais vraiment tomber sur des handballeurs avec des épaules en béton. Et en fait, chez les jeunes, je me suis aperçu que j'avais des handballeurs avec des épaules en caoutchouc. Vraiment, c'est plutôt une épaule très laxe, mais une épaule qui, du coup, au niveau proprio, donc c'est-à-dire qu'au niveau musculaire proche de l'épaule, ça ne tient pas, quoi. Donc, je vais le faire avec un gros ballon parce que je n'ai pas trouvé de petit ballon, mais ça peut se faire, c'est pareil. Donc, effectivement, le ballon de hand est dans la main. Hein, il est posé au sol dans la main. Je vais le mettre ici hop, pour que vous voyez bien. Tac. Donc, le ballon est ici posé dans la main. On est en position, en appui. Alors, plus ou moins les pieds écartés en fonction de si la personne tient ou pas. Plus on va venir serrer les pieds, plus ça va être difficile. Plus on va amener de la difficulté. Donc, si je suis en appui sur la main avec mon ballon qui est ici calé dessous, je suis en appui, je peux jouer à enlever un pied, je peux jouer à aller chercher très loin avec le bras, je peux venir monter ici et redescendre ici, je peux venir changer d'appui. Je suis ici, je change d'appui et je viens. Alors, pas sur le ballon, là, pour le coup, parce que là, c'est la chute assurée. Mais par contre, ce changement d'appui, ce que je demande beaucoup et ce qui est important quand ils font cet appui-là, c'est d'avoir… donc, je suis comme ça.
c'est de ne pas se laisser affranchir. Vous allez peut-être le voir, la différence entre ça et ça. Qu'est-ce que je fais entre les deux? C'est que je pousse dans le sol avec ma main. Je demande aux jeunes, notamment, parce que je le fais aux jeunes, et c'est souvent ce qu'ils n'arrivent pas trop à comprendre. Alors, au début, en apprentissage, on peut le faire contre un mur. C'est-à-dire qu'ils prennent le ballon, ils le mettent contre le mur et ils essayent de sentir le « je ne pousse pas, je repousse ». Je ne pousse pas, je repousse. Et en fait, ce n'est que ce mouvement de l'omoplate en fait, qui fait l'aller-retour, qui est hyper important. Et donc, il faut vraiment avoir ce pousser et je suis dynamique sur mon bras. Et là, une fois que je suis là, effectivement, j'ai mon ballon sous la main. Et donc là, où je joue avec mon corps, là, ça ne bouge pas et c'est mon corps qui bouge autour. Ou alors, je ne bouge pas ici au niveau de mon corps et ma main vient faire, avec le ballon, une croix. Je l'avance un petit peu, je le recule, je vais à droite, je vais à gauche, je vais en... super intéressant et voilà, ouais, ils aiment bien. Non, parce qu'ils voient qu'ils sont nuls, mais c'est vraiment pas mal. Voilà, franchement, c'est vraiment un exercice super intéressant et en tout cas, au niveau rééduc, nous, on l'utilise beaucoup, parce qu'il n'est pas du tout lésionnel au niveau de l'épaule. Il faut savoir qu'une épaule, notre épaule est encore en conformation comme l'épaule du singe, c'est-à-dire qu'elle est faite pour être à quatre pattes encore. Elle n'a pas évolué encore pour être en ouverture. C'est pour ça qu'on a autant, enfin en chaîne ouverte, ce qu'on appelle. C'est pour ça qu'on a autant de pathologies d'épaule, c'est qu'elle n'a encore pas muté comme une épaule, donc en fait, comme une épaule en chaîne ouverte et comme du bipède. Elle est encore très, très fortement faite comme une épaule en quadrupédie. Et donc, tout ce travail en appui, il n'est pas du tout lésionnel pour l'épaule et il est super bon. Voilà. Super. Ouais, merci beaucoup. Ben. Oui, bonjour, merci beaucoup Yann. Benjamin, je suis du club de Bron. J'aurais une question par rapport à ce que tu avais pu dire par rapport aux échauffements. Moi, depuis de nombreuses années, on m'a dit que l'échauffement chez les jeunes, notamment sur les moins de 11 et tout ça, n'avait pas lieu d'être parce que leur corps n'avait pas besoin d'un échauffement à proprement parler. A priori, ce n'est pas du tout ton point de vue. Moi, c'est vrai que souvent, je les utilise, je leur propose des jeux pour se mettre en activité et j'augmente la violence, enfin l'intensité des jeux au fur et à mesure, mais je n'ai pas de protocole vraiment à proprement parler sur des mini-hands, donc des moins de 9, des moins de 11. Je commence tout doucement sur les moins de 13, plus pour leur proposer tu vois, comme tu disais, une routine. Une routine, voilà, merci beaucoup. Une routine spécifique que véritablement sur quelque chose de physiologique. Ouais. Toi, tu serais plus à aller sur quelque chose de routinier et de physiologique que véritablement il y a un besoin, c'est ça? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Encore une fois, je reviens et la question, du coup, il y a une réponse dans les maladies de Sever et tout ça. Je parlais beaucoup de l'étirement pour traiter ça. Mais du coup, l'échauffement va être aussi hyper important. On doit, dans cet échauffement, rendre ce que j'appelle la viscoélasticité du muscle. On va redonner un peu même si effectivement ces jeunes ont des muscles plutôt, en tout cas relativement viscoélastique, plus qu'une personne de 50 ou 60 ans, ça c'est clair, net et précis. Oui, ça va être important sur 2 points de garder cette routine d'étirement et dès le plus jeune âge. Pourquoi? Pour l'éducation, parce que s'ils le font dès le départ, ils se disent, voilà, j'arrive et au hand, c'est comme ça. Et moi, je sais que ça marche aussi beaucoup comme ça. Les jeunes, ils aiment bien faire comme les grands. Et s'ils voient les adultes le faire, ils peuvent se dire aussi pourquoi moi je ne le fais pas. Et par contre, si je le fais, je fais comme les grands. Ça, ils le font aussi, les grands. Voilà. Je reviens sur, pareil, un travail qui est important. Je n'ai pas parlé le travail sur le bassin d'anté-rétroversion. Ça, c'est aussi un travail assez important. Anté-rétroversion du bassin,
ça, par exemple, dès le plus jeune âge, si on arrive à leur apprendre ce que c'est qu'une antérétroversion, leur faire connaître leur corps, tout simplement. Ça sert aussi à ça, l'échauffement chez le jeune, c'est de lui faire connaître son corps. Je peux faire des flexions-extensions de cheville. Le genou, ben, je lui apprends que je ne dois pas aller vers l'intérieur, je dois plutôt aller vers l'extérieur. Sinon, ben, plus tard, je vais avoir des problèmes de genoux. Voilà, donc ça, c'est assez important de le faire du côté éducatif, je dirais. Et après, physiologiquement, oui, c'est important aussi parce que même si effectivement la capacité articulaire et musculaire va être beaucoup plus vite en action chez le jeune, parce que du coup, il ne va pas y avoir de contraintes articulaires notamment, hein, et il ne va pas y avoir au niveau musculaire, ils seront plus réveillés, ils sont quand même un petit peu plus dynamiques que mec qui va faire que quelqu'un qui va faire du bureau toute la journée. Mais il y a quand même cette phase montée en température. Voilà. Nous, malheureusement, on s'aperçoit de plus en plus qu'on a des pathologies chez les très jeunes, j'appelle très jeunes, 14, 15 ans, qu'on n'aurait jamais dû voir et que perso, je ne me semble pas avoir vu avant. Donc avant, c'est-à-dire il y a déjà une dizaine d'années. Parce que tu vois, les pathologies, rien que des douleurs lombaires, des blessures musculaires, à cet âge-là, ça ne doit pas du tout être le cas. Hein. Ils sont justement, ils sont vraiment à la fleur de l'âge et ils ont des muscles qui sont normalement hyper viscoélastiques, ils ont des articulations qui bougent dans tous les sens. Ça ne devrait pas. Et malheureusement, alors pour un petit point, je pense qu'il y a beaucoup l'hygiène de vie qui joue là-dedans. Hein. J'en parlais tout à l'heure, l'alimentation qui joue beaucoup, énormément sur ce genre de pathologie. L'hydratation qui va être hyper importante aussi chez les jeunes. Voilà. Et puis la sédentarité, on le sait malheureusement, même si là, vous avez plutôt des jeunes normalement sportifs. Mais mine de rien, ils sont quand même sportifs, mais plus sédentaires qu'avant. Donc oui, insistons sur au niveau éducatif et au niveau physiologique sur l'échauffement. D'accord, merci beaucoup. Ouais. Aurélie? Oui, encore des questions. Justement, tu parles d'hydratation. Au cours, alors je ne vais pas dire qu'il y a une quantité où les jeunes ou les moins jeunes d'ailleurs doivent boire pendant l'entraînement, etc. Mais qu'est-ce que toi tu préconiserais justement là-dessus? C'est vrai que souvent on fait des pauses assez classiques après l'échauffement, après voilà. Est-ce que ces pauses ont tendance à dire non, vous allez boire quand ils ont besoin de boire? Est-ce que voilà, c'est la question là-dessus justement sur l'hydratation au cours d'un entraînement et au cours aussi après du match automatiquement. Alors, je dirais besoin de boire, non. Hein. Normalement, on devrait s'hydrater avant d'avoir envie de boire. Hein. C'est ça l'hydratation. Et puis, ça serait trop compliqué dans une séance de dire vous partez quand vous avez soif. Non, il faut privilégier des temps d'hydratation, se dire effectivement que peut-être à chaque fin d'exercice, on va boire une gorgée d'eau, une ou deux gorgées d'eau. C'est comme ça que c'est l'hydratation la meilleure, hein, pour l'adulte, pour l'enfant, pour tout le monde. C'est l'hydratation au cours de la journée par petites gorgées qui est la meilleure des hydratations. Oui, il faut, pour moi, c'est ça, cadencer pour se dire à chaque fin d'exercice, on prend un petit temps. Alors effectivement, c'est là où il faut arriver à gérer ça pour pas que ça bouffe la séance. Mais prendre un petit temps, voilà, on va boire, on revient. Voilà. Mais on a pris ce temps-là pour bien s'hydrater. Et après, en termes de quantité, effectivement, il n'y a pas vraiment tout va dépendre déjà de l'environnement, c'est-à-dire est-ce qu'il va faire chaud, pas chaud, le gymnase, est-ce que ça c'est quand même, est-ce qu'on est l'été, est-ce qu'on est l'hiver, est-ce que dans la journée si on est en plein été, ils vont avoir quand même plus transpiré que dans la journée, donc du coup avoir besoin de plus d'hydratation. Donc, il n'y a pas vraiment de quantité. Quand ils viennent avec en gros une gourde de 1 litre, 1 litre et demi, l'objectif, c'est quand même que la gourde soit terminée à la fin de l'entraînement, surtout sur de 11 à… Enfin, tout le monde, hein, mais à partir de 11 ans, il faut vraiment que le litre, litre et demi soit terminé avant la fin. Et je
je me sers de la question pour repréciser que l'hydratation est égale chez le jeune, mais aussi chez le senior, à de l'eau pure. Attention à tous ces produits, à tous ces, je pense aux Powerade, aux trucs dynamisants, tout ça. Pas de marque, pas de marque. Ouais, pas de marque, mais voilà, tous ces petits trucs-là, faites attention, éduquez aussi par rapport à ça. Juste l'eau qui pourrait, enfin, ce qu'on pourrait rajouter, c'est le côté salé. Oui, une hydratation un peu plus salée, avec des eaux un peu plus salées, sont intéressantes parce que on perd du sel hein, quand on transpire. Et donc ça, oui, c'est intéressant, mais sinon, voilà, ça nous. On y fait aussi très attention au niveau des jeunes pour le pôle, avec tous les boissons énergisantes où aussi c'est malheureusement une catastrophe. Donc voilà, ça c'est un petit truc. Voilà Antoine, est-ce qu'on t'a récupéré? Non, il a relevé la main, mais je ne peux toujours pas lui parler. Ah, c'est toujours pas de micro. Doit-on gérer l'échauffement des gardiens de la même manière ou y a-t-il des besoins exercices spécifiques que tu conseilles? Très bonne question. Très bonne question. Alors, oui, dans le global, pour les intégrer au groupe. Mais oui, il y a des exercices très importants, notamment sur toute la partie adducteur ischio, qui va être hyper sollicité. Encore une fois, c'est peut-être les seuls sur lesquels je mettrais, on parlait des étirements dynamiques, c'est peut-être sur le seul poste où là, j'ajouterais des étirements dynamiques et ils pourraient presque s'étirer avant. Encore une fois, sur des temps très courts, là, on est plutôt sur des 10 secondes. 10 secondes de mise en tension, mais faire un grand écart, venir poser pied sur le poteau et s'étirer avec pied sur le poteau. Tous ces étirements-là toutes ces positions-là, sans que ça soit un étirement, encore une fois, c'est plus une mise en tension, je reste un petit peu, je suis un peu dynamique, hop, je reviens. Oui, il y a un étirement, il y a un échauffement spécifique pour le gardien de but par rapport à ça. Et après, ça, c'est plus dans votre domaine, hein, mais tout l'échauffement proprio pour le gardien qui, en dehors de sa proprioception pied, la même que les autres, sa réactivité, j'aimerais dire cérébrale, hein, où il faut le mettre encore plus en éveil que les autres. Donc voilà, mais ça, je pense, c'est plus dans votre séance de hand. Mais oui, à l'échauffement, du spécifique, adducteur surtout, adducteur ischio, qui sont les deux groupes musculaires qui sont encore plus stimulés pour les gardiens. Ok, c'est bon, il n'y a personne qui aura des frustrations parce qu'il est l'heure, donc je ne voudrais pas… Ah là là, Aurélie, ce sera la dernière. Hein. Oui, j'ai encore une question. Ouais, tu seras la dernière. Bon, d'accord. Alors, c'était par rapport aux étirements. Donc, tu disais, préconisez pas trop sur, enfin, un petit peu en fin d'entraînement, mais si on a fait une séance un peu plus spécifique, haut du corps, travail sur les bras, etc., est-ce que là, tu as des étirements parce qu'on a tendance à s'étirer avec les mains ou dans le dos, enfin, où on fait les croisés, etc. Est-ce que ça, c'est bon ou pas du tout? C'est à bannir? Par rapport au haut du corps? Ouais, au haut du corps. Alors, oui, alors déjà, un truc hyper important. Donc, voilà, encore une fois, je réinsiste sur si on n'a pas le choix, il vaut mieux qu'il le fasse après l'entraînement qu'il ne le fasse pas du tout. C'est vraiment ce que je veux dire par rapport aux étirements après la séance. Sur des séances du haut du corps, intéressant de travailler encore plus le bas du corps en étirement. Et sinon, dans les étirements haut du corps, alors, encore une fois, on ne cherche pas trop, c'est très rare qu'il y ait des rétractions au haut du corps, mais oui, on peut travailler sur tout ce qui est triceps, donc ces étirements-là où on vient juste poser la main sur l'épaule et avec l'autre main, on vient venir ouvrir ici pour essayer d'ouvrir toute la partie postérieure ici. Donc ça c'est intéressant. Après, le contrôle aussi épaule ici comme ça, donc là, à toujours veiller que l'épaule soit bien basse. La main est juste posée ici, encore une fois. Le coude est à peu près à l'horizontale.
l'épaule est basse et on vient très légèrement ouvrir ici. Encore une fois, ça doit être très léger. On a des épaules qui sont super laxes. Si vous faites faire ça, moi j'ai 2-3 exemples en tête de jeunes que j'ai eu au pôle où si on leur faisait ça et on appuyait un peu trop, il y avait l'épaule qui sortait, hein, luxée carrément. Donc, il faut faire super, super gaffe. L'épaule, c'est presque individuel, j'aimerais dire, mais il y a quand même une grande partie des jeunes et peut-être bien aussi des moins jeunes qui sont vraiment très laxes au niveau des épaules. Et c'est souvent, des fois, pour ça aussi qu'ils sont bons au hand, hein, c'est qu'ils se servent de cette élasticité pour jouer. Donc voilà, attention, moi je considérerais là ici en ouverture en triceps, un petit peu celui-ci pour travailler tous les muscles postérieurs épaules. Et après, pour moi, le mieux, c'est la détente ici. Alors, pas de point d'appui, ou ils le font en dynamique, enfin en ouverture comme ça, là où ils sont ici. Et ils travaillent sur la respiration. Et donc, du coup, on ouvre les bras, on ouvre les doigts. C'est ça qui est important, ouvrir la paume de main, aller en extension de poignet. On ouvre les doigts et on vient chercher au maximum et on joue ça sur la respiration. Alors là, c'est la panacée, j'aimerais dire, c'est le top du top. C'est si vous avez ces Swiss balls. Cette zone-là, qui est tout le temps une zone de fermeture, hein, chez tout le monde, on ouvre et on écarte les bras vers l'extérieur. Et l'objectif, c'est de mettre en tension, c'est d'ouvrir. Il faut savoir que les jeunes et les moins jeunes, on va tous finir notre journée comme ça. Pourquoi on veut chercher à ouvrir devant? Pour éviter toutes ces tensions antérieures. Et donc, du coup, il faut ouvrir là. Il faut vraiment chercher à ouvrir cette cage thoracique et à ouvrir les mains vraiment en extension ici et à aller chercher l'extension maximale en ouverture et en fermeture postérieure, mais surtout en ouverture antérieure, là, associée à la respiration. Donc, vraiment, j'aurais ces 3 étirements à conseiller. Tout le reste est plutôt à éviter pour moi. Okay. Merci beaucoup. Merci Yann, merci à tous d'avoir suivi. J'espère que ça vous aura servi. Je pense qu'on a beaucoup d'éducation à faire autour de nos joueurs, joueuses, quel que soit le niveau, quel que soit l'âge, autour de cette notion de prévention et de la création de routines autour de l'activité handball. Notre activité handball ne s'arrête pas qu'à l'activité pure du handball. Il faut mettre aussi tout ce qu'il y a autour. Donc, comme promis, je vous envoie tout en début de semaine, les fiches, la vidéo de la visio, etc. Sachez que dans les programmes des visios et pour préparer au mieux pour vous la reprise de l'activité, on va prévoir quelque chose avec la préparatrice physique début janvier pour vous donner des conseils sur la reprise et l'adaptation au mieux de l'activité physique. Voilà. Comme on sait qu'a priori, pour les jeunes, ça va être un peu plus tôt, mais pour les adultes, ça sera aux alentours du 20 janvier. Donc voilà, pour que peut-être que vous envisagiez une reprise au mieux sur cette période-là. Et aussi, j'espère que par rapport à ce Yann nous a présenté, d'intégrer bien cette notion de prévention là, dans la période de reprise. Je pense que c'était aussi très important que vous écoutiez ce discours de la part d'un professionnel pour qu'on ait tous le même discours et la même attention par rapport à ce sujet-là. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci de votre attention. Merci beaucoup Yann pour la qualité de ton intervention. Et à très bientôt. Merci. Bon week-end. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup.